Mesdames et messieurs, bonjour, il est 15 h, bienvenue à vous dans ce bulletin d'information de ce jeudi 16 novembre. Au sommaire de l'actualité. Le centre d'incubation à l'ordre du jour lors d'une réunion qui a regroupé le ministre des Finances et les entrepreneurs partenaires. Et au Nigeria, Amnesty International défie les expulsions des populations urbaines. C'était les principaux points qui vous seront développés. Merci à vous de nous rejoindre. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni le 14 novembre dernier et a renouvelé pour la 8e fois les sanctions à l'encontre de l'Érythrée qui fait preuve de mauvaise volonté à l'égard de ses voisins et qui refuse l'accès à son territoire des commissions d'enquête des Nations Unies. La résolution 2385 a été adoptée à l'unanimité et a dénoncé le manque de volonté de la part de l'Érythrée de régler son litige frontalier avec Djibouti et de libérer les 13 prisonniers djiboutiens qui sont entre ses mains. Cette résolution a été bien accueillie par la République de Djibouti à travers son représentant sur place, l'ambassadeur Ziad Doualé, qui a condamné le comportement de l'Érythrée et les ingérences de ce pays dans les affaires intérieures de ses voisins tels que Djibouti, l'Éthiopie et la Somalie. L'hôtel Kempinski a abrité ce matin, à l'initiative du ministre des Finances chargé de l'Industrie, Ilyas Moussa Daoualé, un petit déjeuner débat sur l'entrepreneuriat. Les discussions ont porté sur la création du centre d'incubation qui est en cours de construction. Les différents partenaires présents étaient l'Agence française de développement, la Chine, les États-Unis, l'Union européenne et la Banque mondiale. Le ministre des Finances a fait une présentation de l'incubateur qui est une structure qui appuie à la création d'entreprises et les start-up notamment, mais sert aussi d'accompagnement. Ils réunissent des ressources spécialisées et dédiées à l'accompagnement et l'assistance des entreprises avant leur création ou encore dans les premières années de leur vie. Durant la présentation, le ministre des Finances a souligné que des experts venus de l'Inde pris part pour que ce projet de longue haleine voit le jour et par ailleurs il a rappelé que les structures de genre comme les incubateurs mettent au monde et apportent des solutions pérennes pour l'économie. Ils sont, a-t-il dit, un levier pour le développement socio-économique et facilitent également la création d'emplois, mais également l'innovation aussi. Et le ministre des Finances chargé de l'Industrie, Ilyas Moussa, a remercié les partenaires qui contribuent à ce projet, qui sera une matrice pour l'entrepreneuriat. Il a indiqué que l'incubateur a un rôle primordial dans l'essor de l'économie. Nous l'écoutons. Pour arriver et pour réussir cette question et pour inverser la tendance du phénomène du chômage qui aujourd'hui, selon les derniers chiffres, en tout cas montre 39%. Il y a quelques années, on était à plus de 42%. Je pense qu'on va revenir vers 40% l'année prochaine parce que certains grands projets structurants sont aujourd'hui finalisés. Le marché du travail à Djibouti offre annuellement à peu près 3 000 à 4 000 emplois dans le secteur formel. Vous comprendrez que 3 000 à 4 000 emplois par an, en tout cas au rythme constant que nous avons jusqu'à ce jour, ne peut pas inverser, ce chiffre ne peut pas inverser structurellement le phénomène du chômage parce que la population est de plus en plus jeune, la démographie et le taux démographique reste avec une moyenne de 3%, comme vous le savez. Mais il y a également l'autre phénomène de déplacés de la région qui aggrave, parce que les déplacés climatiques, comme on l'appelle, en dehors des conflits, met également plus de pression sur le marché du travail. Donc il y a beaucoup d'efforts, il y a un effort d'unité, surtout il faut créer l'unité autour de ces grandes questions. C'est pourquoi on a appelé, on aura l'occasion de parler de Power of One. C'est d'avoir une vision commune, d'avoir un objectif commun et d'agir ensemble avec les partenaires également. Mais il va sans dire que pour que tout ça réussisse, il y a une transformation structurelle indispensable dans ce pays, en République de Djibouti. Et cette transformation structurelle doit commencer dans sa dimension macroéconomique. Et c'est ces fondamentaux sur lesquels nous sommes en train de travailler en apportant des réformes pour que
on puisse avoir les effets de tous ces investissements que vous voyez et puis de toutes les opportunités qui s'offrent. Toujours dans le nouvel, donc le Conseil de sécurité des Nations Unies, donc nous le disions il y a quelques instants, s'est réuni donc le 14 novembre dernier et notre ambassadeur représentant de Djibouti au Conseil de sécurité des Nations Unies, Ziad Doualé, a prononcé donc un important discours. Nous allons revenir donc sur ce discours avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour. Donc l'ambassadeur Ziad Doualé donc a condamné le comportement de l'Érythrée et les ingérences de ce pays dans son discours, notamment de ce pays donc dans les affaires intérieures de ses voisins tels que Djibouti, l'Éthiopie et la Somalie. Alors quels sont les points essentiels qui ont été soulevés par l'ambassadeur Ziad Doualé à la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies? Justement donc Ahmed, comme vous le dites, notre ambassadeur auprès des Nations Unies, Ziad Doualé, a dénoncé le manque de volonté de l'Érythrée donc de régler le litige de la part donc frontalier avec notre pays, mais aussi de libérer nos 13 prisonniers, donc d'autant que l'Érythrée a profité le 13 juin dernier, rappelons-le, après le retrait des troupes qataries de nos frontières pour avancer et se sont retirés. Heureusement donc par la suite, notre ambassadeur Ahmed a également dénoncé ce genre d'agression et de progression. L'ambassadeur a remercié donc le Conseil de sécurité donc pour avoir renouvelé pour la 8e fois consécutive donc les sanctions à l'encontre du régime d'Asmara. Un ressort donc important a indiqué donc le régime d'Asmara a donc stabilisé le pays et a donc profité donc pour armer certains groupes armés voisins donc et pour déstabiliser certains pays de la région, notamment Djibouti et l'Érythrée, donc en soutenant certains mouvements comme El Shabab. L'ambassadeur a également saisi cette occasion pour exprimer ses préoccupations à l'égard de la situation qui prévaut donc au Somalie, où l'on a donc noté un regain de violence et d'activisme de ce mouvement d'El Shabab. Certaines informations font donc état d'un soutien du régime d'Asmara à ce mouvement d'El Shabab. Selon l'ambassadeur, l'Érythrée n'a jamais cessé d'armer, de soutenir et d'équiper donc et d'armer des groupes pour déstabiliser cette région et insister donc à la violence et à la guerre civile à Djibouti. Le rapport du groupe de contrôle offre des preuves convaincantes et la tentative de l'Érythrée d'exacerber donc le conflit en formant certaines rébellions armées à l'encontre du gouvernement djiboutien. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Donc tout cela pour dire que Djibouti est satisfaite de la résolution 2385 donc, qui a été adoptée, rappelons-le, à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies à l'encontre, encore une fois, pour la 8e fois, soulignons-le, à l'encontre de l'Érythrée qui fait preuve, encore une fois, de mauvaise volonté à l'égard de ses voisins et qui refuse l'accès à son territoire des commissions d'enquête des Nations Unies. Merci Fardous. Également dans l'actualité, une cérémonie de remise de récompense aux athlètes de l'armée qui se sont récemment distingués a eu lieu ce matin au centre d'instruction technique et tactique d'Ambouli, la CITA. La cérémonie a été présidée par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, et par le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim. À son arrivée à la caserne, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a été accueilli par le général Zakaria Cheikh Ibrahim. De jeunes athlètes de l'armée nationale ont remporté plusieurs médailles d'or, d'argent et de bronze au niveau national, régional et même international. Ceci a été réalisé grâce aux efforts inlassables du haut commandement militaire et des responsables des services de sport de l'armée. Certains athlètes ont été promus donc au grade supérieur et ont obtenu de nouveaux galons. Parmi eux figure le sergent-chef Fatah Ismail Ibrahim qui s'est illustré durant les Jeux du monde arabe et ceux de Bakou en Azerbaïdjan et qui a remporté 2 médailles d'or. Et prenant la parole durant cette cérémonie, le chef d'état-major général des armées, Zakaria Cheikh Ibrahim, a remercié donc tous les athlètes pour leurs efforts et a encouragé les autres à en faire autant. Il a en outre souhaité une plus grande participation des militaires aux différents meetings ou rencontres sportives. Nous l'écoutons. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, as-salatu wa salam ala Rasulillah, salawatullahi wa salamu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Monsieur le secrétaire d'État à la jeunesse, au sport, nous sommes rassemblés ici
au centre d'instruction tactique et technique d'Ampouli, au camp Cheikh Ousmane, pour la cérémonie de remise des combats à nos formidables athlètes. Ces athlètes, hommes et femmes, les forces armées djiboutiennes se sont distingués dans les différentes compétitions nationales et internationales. Au cours de cette année 2017, certains parmi eux ont obtenu des résultats honorables. En particulier, je cite le sergent-chef Fatah Ismail Ibrahim, qui a remporté des médailles d'or sur 1500 et 3000 des championnats arabes à Tunisie en juillet 2017. Ces résultats positifs sont le fruit d'un travail de fond réalisé par le bureau des sports de FAD et une attention particulière accordée à cette discipline dont les FAD ont toujours porté le flambeau national. C'est pourquoi je tiens à vous féliciter et vous encourager à maintenir ce cap qui fait l'honneur à votre armée et votre pays. Et pour sa part, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a félicité les vainqueurs de différentes compétitions, tant au niveau national qu'international. Il a également assuré que le militaire demeure un sportif dans l'âme. Il a rappelé que pour l'occasion, les performances d'Ahmed Salah, de Roble Jama ou de Gaddito qui ont atteint le plus haut niveau. Il a émis également les vœux de voir les jeunes militaires suivre l'exemple de leurs aînés. Je vous propose de le suivre. Là, il va de soi qu'on soit à côté de nos valeureux soldats pour les accompagner dans toutes les disciplines. Parce qu'aujourd'hui, si Djibouti est reconnu, c'est grâce d'abord, grâce, et je le répète, aux athlètes djiboutiens et surtout les athlètes de l'armée djiboutienne. Qu'il va prendre une médaille. Et au passage, je le félicite. Je ne vais pas oublier nos valeureux soldats qui sont dans les frontières. C'est dans notre devoir aussi de leur octroyer des équipements en termes de ballons pour qu'ils soient toujours actifs. Un soldat, pour qu'il veille sur la République du Djibouti, doit être aussi en mesure de bouger et d'être actif. Donc, Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous nous retrouvons juste après. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'était l'appel à la prière de l'Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu aujourd'hui donc dans son cabinet le président de la Fédération française d'études et des sports marins et le vice-président de la Confédération mondiale, Jean-Louis Blanchard. La rencontre entre les deux responsables s'est déroulée en présence du conseiller, du ministre, du président de la Fédération djiboutienne des sports subaquatiques, Ibrahim Mohamed. D'emblée, les deux parties, après les mots de bienvenue, se sont passés sur les voies et moyens de promouvoir les sports subaquatiques, notamment la plongée sous-marine et la protection des espèces menacées telles que les requins-baleines, les tortues et les coraux. Le secrétaire d'État n'a pas manqué de souligner que Djibouti est côté donc maritime très riche en biodiversité sous-marine. Il a également fait savoir à son interlocuteur que lui-même et beaucoup de ses collègues sont adeptes de la mer et de la vie sous-marine. Jean-Louis Blanchard a quant à lui mis l'accent que Djibouti donc doit être une destination prisée par les touristes à cause de sa richesse sous-marine. Il y aura des équipes djiboutiennes qui participeront au championnat d'Afrique, voire au championnat du monde. Bon vent à cette fédération et je suis ravi d'apporter notre assistance technique, pédagogique. Également dans l'actualité, le Conseil de Djibouti s'est réuni ce matin en session ordinaire des deuxième et troisième semestres dans la salle de réunion de la mairie. Cette réunion a été présidée par la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awal Ousmane. Ont assisté à cette réunion, donc la première du genre depuis l'élection de la maire de la capitale, les premiers et deuxièmes adjoints de la mairie, ainsi que le secrétaire du Conseil de Djibouti. Il était à l'ordre du jour donc de cette réunion un certain nombre de sujets, notamment la création de commissions spécialisées, l'adhésion à l'association française des communes, départements et régions pour la paix, en plus de la charte des conseils des quartiers, ainsi que le règlement intérieur du Conseil de Djibouti et l'arrêté de la municipalité sur la salubrité et jeter les ordures ménagères dans les lieux publics. C'est sur un arrêté municipal un arrêté municipal portant sur l'insalubrité. Je préfère préciser que toute personne qui jette ou expose devant sa maison des déchets. Tu n'as rien préparé, cousin. Médicale conduite par les spécialistes et neurochirurgiens de renom, le professeur Dianka, poursuit depuis 3 jours donc à l'hôpital général Pelletier ses interventions et opérations sensibles sur plusieurs patients. Des patients atteints de diverses graves pathologies telles que l'hydrocéphalie ou excès de liquide dans le cerveau, de malformations de la colonne vertébrale et d'hernie discale ou autres maladies handicapantes qui sont prises en charge. Et le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ahmed Roblé, et l'inspecteur général, Dr Saleh Banoïta, ainsi que le directeur en charge de la promotion de la santé, Abdullahi Aye Samoud, ont effectué donc ce matin une visite à l'hôpital Pelletier pour apprécier la qualité des interventions neurochirurgicales menées. Cette mission neurochirurgicale donc conduite par le docteur Dianka en collaboration avec le docteur Fozia a débuté donc lundi dernier à l'hôpital général Pelletier. Les interventions neurochirurgicales concernent autant les adultes que les enfants qui présentent des dysfonctionnements.
Et le secrétaire général du département de la santé, le Dr Ahmed Roblé, ainsi que l'inspecteur général, Dr Saleh Benoïta, ont tous les deux donc exhorté les patients nécessitant des interventions neurochirurgicales à se rendre immédiatement à l'hôpital général Pelletier. Nous les écoutons. Faire une supervision des activités de chirurgie, de neurochirurgie qui ont commencé donc depuis hier concernant toutes les pathologies du cerveau de manière générale. Ces activités de chirurgie ont commencé depuis donc hier et une vingtaine de patients, tant des enfants que des adultes, ont été donc sélectionnés. Ces activités vont se poursuivre jusqu'à pendant 10 jours encore. Et le médecin qui est présent ici, qui est venu du CHU de Grenoble, va rester avec nous pendant une dizaine de jours. Et par la suite, il va revenir un mois après. Donc, le ministère de la Santé exhorte donc la population à venir vraiment se dépister. S'ils ont des enfants, s'ils ont des adultes qui ont des pathologies de la tête de manière globale, que ce soit une hydrocéphalie, que ce soit d'autres pathologies expansives du cerveau, qu'ils viennent se dépister, qu'ils viennent le plus tôt possible au niveau de l'hôpital Pelletier. Également dans l'actualité, l'association La Caravane du Livre s'attelle au challenge d'organiser la foire du livre à Djibouti, une première édition entièrement consacrée aux auteurs djiboutiens, quelle que soit la langue donc utilisée. Événement donc organisé en partenariat avec l'Institut français de Djibouti, la direction de la culture et la librairie Victor Hugo, qui durera donc 2 jours. Et c'est aujourd'hui donc, c'était hier mercredi 15 novembre, que le coup d'envoi a été donné en grande pompe avec la participation de beaucoup d'auteurs et amoureux de la lecture. Ce grand rendez-vous est un événement donc sans précédent qui se réalise grâce à tous les partenaires de la Caravane du Livre qui œuvrent pour la continuité donc du livre et de la culture. L'association donc, après avoir pris part à 2 grandes manifestations régionales, la foire du livre de Hargeisa et le Story Moja de Nairobi, a souhaité donc initier une foire consacrée uniquement au livre à Djibouti, un challenge donc en soi qui répond aux missions de l'association dont la devise première est de promouvoir la lecture et l'écriture. J'en suis sûre que ça se passera bien. Donc tout ce qui est de l'ordre des arts, des littératures et du livre, donc la caravane est là pour jouer la connexion et la passerelle. Donc je dirais vive les livres qui nous réunissent tout le temps. Et dans le cadre du programme de promotion et de protection des droits humains, le comité de gestion communautaire a organisé donc hier après-midi au PK12 une réunion de sensibilisation sur le droit de l'enfant. Cette rencontre a été conjointement organisée par l'Union nationale des femmes djiboutiennes et l'UNICEF. Les intervenants ont pu aborder donc différents thèmes pour faire valoir les droits aux jeunes, dont la nécessité d'une reconnaissance parentale lors de naissance pour obtenir plus tard une carte d'identité nationale, le refus de toute forme de mutilation génitale, notamment pour les jeunes filles, ou encore la lutte contre la drogue. Des jeunes et des moins jeunes issus du quartier PK12 ont pris part au débat. L'UNFD et l'UNICEF déploient d'importants moyens pour organiser ces réunions de sensibilisation auprès des populations et à travers les centres de développement communautaire, les CDC. Et enfin, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle porte à la connaissance du public que les concours de recrutement des professeurs des écoles et professeurs de l'enseignement moyen et technique et secondaire seront incessamment organisés par le MENFOP, conformément au nouveau décret portant sur la création donc, du cadre unique des enseignants. Seul le titulaire d'au moins une licence sera par ailleurs autorisé à concourir et il est exigé donc en outre des candidats la présentation du diplôme original lors du dépôt des dossiers à la direction des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Et de là, nous passons à l'actualité régionale et internationale avec Hussein Aouled. Bonjour Hussein. Donc nous allons dans un premier temps nous diriger vers le Nigeria. Amnesty International, Hussein, dénonce les expulsions des populations riveraines. C'est dans un nouveau rapport donc à charge contre les autorités nigérianes. Amnesty International donc a dénoncé des expulsions forcées des populations riveraines de l'État de Lagos. En détresse, ces populations, environ 30 000 personnes, ont été chassées des quartiers d'Otodogbambe et du Lubirine. Effectivement, donc Ahmed, et 11 d'entre elles ont été illégalement tués et au moins 17 autres sont disparus lors d'expulsions violentes des forces de sécurité. Selon donc Amnesty, ces expulsions ne sont pas que le dernier des exemples d'une pratique au cours depuis plus d'une décennie dans le pays. En mars 2017, les autorités de Lagos ont déclaré
que les mesures d'expulsion avaient pour objectif de protéger l'environnement. Cependant, l'ONG s'insurge également contre la force et le manque d'indemnisation ni de solution de relogement des milliers de personnes. En dépit de plaintes des populations, le gouverneur de Lagos a indiqué que les démolitions réalisées au port de l'eau visaient à enrayer la hausse du nombre d'enlèvements dans l'État, prétextant donc que les structures illégales servaient de cachette à des criminels. Et l'ONU donc renforce de 900 militaires sa mission de paix en Centrafrique au sein. C'est le Conseil donc de sécurité de l'Organisation des Nations Unies qui a voté donc hier à l'unanimité un prolongement d'1 an de sa mission de paix en Centrafrique qui sera renforcée de 900 militaires et devra être plus mobile et réactive. Ces renforcements de la MINUSCA avaient été demandés par le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qui a mis en garde contre un risque de nettoyage ethnique dans le pays. En vertu de la résolution adoptée et rédigée par la France, la force est autorisée à déployer sur le terrain jusqu'à 11 650 personnes, dont 2880 policiers et 480 observateurs militaires. Washington, qui cherche à réduire les coûts des opérations de paix de l'ONU, avait récemment indiqué à ne pas être opposé par principe à une augmentation modeste des troupes pour la MINUSCA, mais à la condition que les militaires supplémentaires apportent un réel plus à la mission. Les interventions armées de la France et de l'ONU ont permis de réduire donc les violences, notamment à Bangui, en province. 2017 a vu au contraire les affrontements reprendre en intensité entre groupes armés et des milices, se disputant le contrôle des ressources dans ce pays de 4,5 millions d'habitants, l'un des plus pauvres au monde, mais riche en minerais. Ahmed. Merci Hussein pour toutes les explications. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et passez un excellent week-end sur Téléjournée.